d'être là. Je voudrais vous parler de l'art africain, qui est un art que j'aime beaucoup depuis que j'ai mis les pieds en Afrique noire il y a très longtemps, parce que je pense qu'effectivement on a mal traité dans les deux sens du terme cet art nègre. J'utilise le mot qu'on doit pouvoir utiliser dans son acception esthétique, artistique. Bon, ça n'est pas une insulte que de parler d'art nègre, donc vous me permettrez cette précision en amont à chaque fois que je parlerai de cet art. C'est pour essayer de dire ce qu'on en a assez peu dit. Je voudrais, avec cette séance, faire quelque chose qui pourrait s'apparenter à une contre-histoire de l'art africain ou de l'art nègre, parce que je pense qu'on est passé à côté de ces peuples, bien sûr, mais de leur art, de leur intelligence, et que parfois, sous prétexte de les servir, on s'en est servi et on les a desservis. Il y a un génie propre à ces œuvres-là. On y a été un peu éduqué parce que, quand on connaît un peu l'histoire de l'art au XXe siècle, on sait que l'art nègre a été utilisé au début du XXe siècle et qu'on a retrouvé tout ça dans le surréalisme, dans le dadaïsme, dans un certain nombre de peintures, Vlaminck, Derain, Picasso, Léger. Et donc on sait que cet art africain fait partie de l'art occidental. Et je pense que cette occidentalisation de l'art africain nous a fait passer à côté de ce que dit l'art africain. Peut-on même encore parler d'art africain ? Je pense même que, et c'est la question que je proposerai d'examiner dans cette séance, qu'il en va moins d'art que d'ethnologie. Ce sont des œuvres dont nous avons dit qu'elles étaient des œuvres d'art, alors qu'il s'agit d'œuvres sacrées, religieuses, qui n'ont jamais été produites pour faire art. Alors on sait bien évidemment que depuis Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau et c'est le décideur qui décide qu'il s'agira d'une œuvre d'art ou qu'il ne s'agit pas d'une œuvre d'art. Mais il y a dans ce cadeau empoisonné d'une transformation de cette pensée africaine en art, une incapacité à penser cette pensée, à l'analyser, à voir qu'il y a une philosophie qui sous-tend tous ces objets et que cette philosophie, d'une certaine manière, on l'a ainsi évincée. C'est une modalité light de l'ethnocide. On peut massacrer des peuples, c'est visible, mais on peut aussi massacrer des pensées. Et on massacre ces pensées, soit, et vous allez voir comment les ethnologues ont pu procéder, mais on peut aussi massacrer ces pensées en disant qu'elles ne sont pas des pensées. Et on oublie la pensée vitaliste africaine en disant qu'il s'agit d'art. Donc ça devient des objets d'art. Et puis c'est devenu aujourd'hui, ce sont devenus ces objets des objets de haute spéculation, puisqu'effectivement les missionnaires ont massacré tout ça, détruit tout ça, que le temps a détruit tout ça aussi. Un masque, je vais vous définir le masque, c'est pas seulement ce qu'on se met devant le visage, c'est l'ensemble du rite. Le masque, il était fait pour dire quelque chose dans un moment donné, puis après on jetait les objets. Et puis ça pourrissait, il y a l'humidité, il y a les termites, tout ça disparaissait, et puis on les retaillait à nouveau. De sorte que quand on a détruit ces fétiches, eh bien, on les a rendus rares. Ceux qui ont été gardés, conservés, parfois même par quelques missionnaires, par quelques administrateurs coloniaux, ces objets-là ont traversé les siècles et aujourd'hui, ils sont d'une grande rareté parce qu'ils ont échappé aux destructions de la nature, ils ont échappé aux destructions des missionnaires et dans un pays, dans un régime ontologique capitaliste, la rareté faisant la préciosité, eh bien, un certain nombre d'objets dits d'art africain atteignent aujourd'hui des sommes colossales et sont devenus des objets de spéculation. Je voudrais, avant de commencer quoi que ce soit, parler un peu de l'oralité parce que nous ne savons plus ce qu'elle a été, nous ne savons plus ce qu'a été sa grandeur, parce que nous sommes dans une civilisation d'écriture. Hegel est allé jusqu'à dire, c'est pas la seule bêtise qu'il ait dite, mais enfin que les civilisations sans écriture n'avaient pas d'histoire, qu'il fallait obligatoirement de l'écriture pour avoir de l'histoire. Ça a généré des bêtises pendant des siècles, jusqu'à Michel Foucault qui pense d'une certaine manière que le réel n'existe que s'il est archivé. S'il y a une trace archivée, alors le réel existe. S'il n'y a pas de trace archivée, alors le réel n'existe pas. Ce qui fait évidemment qu'on a fabriqué une culture savante et qu'on a détruit une culture populaire, en estimant d'ailleurs qu'une culture populaire, c'était un oxymore et que la culture ne pouvait pas être populaire et que la culture, elle était au contraire élitiste, élitaire. Je vous renvoie aux considérations que j'ai eues au début de ce cycle sur
les paysans, le paganisme, le paganus, le païen, et cette idée qu'avant toute chose, la culture est agriculture. La culture, elle est rurale, et c'est en devenant urbaine que la culture cesse d'être orale pour devenir écrite. La métrique, c'est un moyen mnémotechnique. Vous le savez très bien, on a tous appris des poèmes à l'école, et on voit bien comment le rythme de l'alexandrin impose une musique qui, d'une certaine manière, facilite l'apprentissage. C'est plus facile d'apprendre de la poésie que d'apprendre de la prose, parce que, justement, il y a ces cadences. Il y a des litanies, des inventaires, des catalogues, des scansions, des répétitions, des refrains, des ritournelles, des rengaines, des leitmotifs. Toutes ces choses-là sont dans les chansons ou dans les chants, c'est-à-dire dans les poésies primitives. Cherchez tous les textes primitifs et vous verrez qu'ils sont tous écrits dans la même langue. Les traductions ont je dirais, prosifié, si vous me permettez ce néologisme, ont transformé en prose ce qui était jadis poétique, parce qu'on avait écrit un jour ce qui se disait. Donc le trajet, c'est l'oralité, la grande mémoire, le fait qu'on note un jour ce qui a été psalmodié sur le mode du chant ou du rythme, la poésie, ça devient de l'écriture, et puis un jour on commence à traduire cette écriture, et on lit très peu, par exemple, les textes d'origine. Si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, c'est rare que vous puissiez les lire en vers, on les lit plutôt en prose, exactement la même chose, un petit peu plus tard avec Lucrèce. De la nature des choses est lu en traduction qui sont autant de prose que de livres qu'il y a dans ce livre, alors que finalement ce sont des vers, et les vers sont là pour que nous puissions les mémoriser plus facilement. Cette poésie, elle permet de dire le monde, parce que un mot entraîne un autre mot, une image induit une autre image, un son produit un son similaire, et on peut ainsi raconter des généalogies. Tous les récits primitifs, les récits fondateurs, commencent par des mythologies. Machin, fils de bidule, fils d'un tel, fils de etc., etc., etc. Regardez, ça se trouve dans la Bible, mais ça se trouve dans nombre d'autres ouvrages. Il s'agit de lier le terrestre au céleste. Il s'agit de faire de telle sorte que nous puissions, du roi qui est ici présent, remonter jusqu'au Dieu dont il descend. C'est la théocratie qui fait la loi, évidemment. C'est-à-dire, si vous détenez le pouvoir, c'est parce que les dieux vous l'ont donné à un moment donné. Donc la généalogie, elle est là pour fonder la théocratie, elle est là pour fonder également le pouvoir, et elle est la mémoire. Si nous avons la mémoire, nous avons l'histoire. Si nous perdons la mémoire, nous perdons l'histoire et la civilisation qui va avec. Ségalen écrit les immémoriaux dans cet esprit-là. Les immémoriaux, ça veut dire ça, ce sont ceux qui ont perdu la mémoire. On raconte les histoires du peuple maori, on a une petite tresse avec des petits nœuds qui permettent de raconter cette histoire, et puis à un moment donné, eh bien, la personne qui raconte se trompe, elle oublie des généalogies. On est donc dans l'immémorial, ceux qui ont perdu la mémoire. Et Ségalen nous dit, quand on a perdu la mémoire, c'est fini pour la civilisation. Ça marche pour aujourd'hui, évidemment, ça marche pour toutes les époques. La mémoire, c'est ce qui permet la présence du passé dans le présent, donc la possibilité dans le présent de se fabriquer un futur. Il s'agit, quand on raconte ces généalogies, de dire aussi ce que sont les récits légendaires, d'où nous venons. Même si on ne sait pas, parce que la science ne permet pas toujours de savoir, encore aujourd'hui, on a beaucoup plus d'interrogations que de certitudes, eh bien, la nature intellectuelle ou la nature philosophique ayant horreur du vide, on invente, on fabrique des histoires. Et singulièrement, ça n'est pas qu'il y aurait des schèmes ou des schémas ou des structures qui préexisteraient dans l'inconscient de type freudien qui nous ferait exactement dire la même chose parce qu'il y aurait des structures indépendantes de l'histoire ou de la réalité concrète, mais il y a une façon à peu près semblable sur la totalité de la planète de résoudre les problèmes qui se posent, qui sont les problèmes du sens. Donc les récits légendaires interrogent sur la création du monde, sur la séparation du ciel et de la terre, sur l'apparition des humains, sur le destin des âmes après la mort, sur la puissance du monde des esprits, sur la façon de parler aux dieux, ou sur les paroles qu'il faut dire quand on pratique des sacrifices. Prenez ce schéma, eh bien, il fonctionne sur la totalité des récits des origines. À chaque fois qu'on s'interroge sur ce qu'est un monde, eh bien, on tombe sur ça. Comment les hommes apparaissent, comment le monde est créé, comment il faut parler aux dieux, quelles relations les dieux entretiennent aux hommes, quelles relations les hommes doivent entretenir aux dieux, etc., etc. L'homme qui enseigne à cette époque-là, c'est un poète, au sens étymologique, poiesis, c'est-à-dire un créateur, un producteur, parce que quand vous parlez,
vous faites surgir ce que vous racontez. On est dans le performatif, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, c'est-à-dire dire, c'est faire. C'est-à-dire, en l'occurrence, dire, c'est faire émerger. Quand vous avez dit comment le monde avait été créé, alors vous avez créé le monde vous-même, vous y avez contribué. Vous êtes un créateur de monde parce que vous rapportez les modalités de la création de ce monde. Et il s'agit, quand vous racontez une histoire, de raconter la nature, le cosmos, la multiplicité, le divers ou la diversité. Et quand on sait ça, alors on peut prendre sa place. Le cosmos ne sert qu'à ça. Quand vous avez vu l'immensité dans laquelle vous vous trouvez, alors vous avez compris quel sens a votre existence. Et ça, les sagesses orales sont bien plus proches de cette vérité que toutes les sagesses écrites qui ont pu suivre pendant des siècles. Donc il y a un génie propre à l'oralité, et les civilisations africaines sont des civilisations de l'oralité, comme les civilisations marquisiennes, comme d'autres civilisations. On a dit, on a longtemps dit, on a rapporté les histoires, on a psalmodié ces histoires, on les a racontées, on les a transmises, les enfants écoutaient, les adolescents, encore que adolescent ça veut rien dire dans ce monde-là, on est un enfant puis on est un adulte le jour même, quand on a été initié, quand il y a eu les rites d'initiation, mais les enfants un jour savent ce qui s'est passé, ce qu'est l'histoire de leur peuple, parce qu'on leur aura raconté. L'oralité est donc quelque chose de bien plus complexe que ce qu'on imagine, sauf que quand il n'y a plus de témoins, il n'y a plus personne. Et il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de civilisation, on ne peut plus rien dire. De sorte que quand on a déconnecté l'oralité qui se trouve derrière une œuvre d'art africain, une œuvre qu'on dit d'art africain, eh bien, effectivement, ça n'a plus de sens. On ne peut plus savoir ce que signifie le fétiche africain, ce que signifie la statuette, la poupée africaine, ou je parle des autres arts qu'on dit aujourd'hui premiers, parce qu'elles sont devenues silencieuses. Donc on les fait parler. Puisqu'elles sont silencieuses dans leur langage, nous les faisons parler dans notre propre langage, qui est le langage de l'Occident. Or, quand on dit un masque, la plupart du temps, on pense à cette pièce de bois qu'on se met sur le visage. Or, le masque signifie la totalité de ce qui a lieu avec cette pièce de bois et autour de cette pièce de bois. Je prends l'exemple du peuple Songhai, par exemple, qu'on trouve à la frontière de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche et qui descend de l'un des plus grands empires africains, qui est l'empire de Gao. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'ont été ces empires, puisqu'ils ont disparu dans le sable, et l'oralité avec les gens qui l'apportaient, qu'on ignore ce qu'ont été ces empires, mais quand on découvre des choses sur le terrain de l'archéologie, par exemple, et tout ça est parfois sous 20 mètres de sable, eh bien, on découvre le génie de ce peuple. Son génie, son ontologie, sa pensée, sa réflexion et le haut degré de conceptualisation qui est le sien. Mais ça suppose de l'histoire. On ne dit pas quelle belle œuvre d'art, mais on doit pouvoir dire quelle œuvre intéressante qui devrait pouvoir me permettre d'accéder à un monde qu'hélas, je ne peux plus connaître puisque tout ça a disparu. Même si parfois des missionnaires, un peu ethnologues, il faudrait faire l'histoire, la généalogie de l'ethnologie et montrer comment les missionnaires ou les administrateurs coloniaux ont parfois fait des choses sans trop savoir. Ils rassemblaient des récits, des choses qui leur étaient racontées, ils les recopiaient et on se retrouvait au XIXe siècle avec des récits légendaires qui se trouvaient pour le coup cristallisés, sur lesquels nous pouvons aujourd'hui travailler, mais il n'empêche, il nous manque la sève, la substance, il nous manque le génie de ce peuple, et il ne reste que ces mots. Or, quand on travaille aujourd'hui sur ces peuples-là, il y a eu une islamisation qui a supposé une civilisation de l'écriture. L'islam suppose l'écriture, suppose le Coran, suppose la lecture, exactement de la même manière que le Talmud ou la Bible. Il faut savoir lire et il faut se référer aux livres. On se réfère peut-être au prêtre, à l'imam, au rabbin, mais ce personnage est un intermédiaire, non pas entre Dieu et soi, mais entre le texte qui dit Dieu et soi. C'est-à-dire que cette islamisation, elle a contribué à la disparition de l'oralité. À Tombouctou, par exemple, on retrouve des manuscrits, et ces bibliothèques sont plus impressionnantes quand on ne les a pas vues que quand on les a vues. Moi, je les ai vues à Tombouctou, ce sont des petits feuillets qui se retrouvent dans des boîtes dont le pH, dont l'acidité a été supprimée pour qu'on puisse les conserver, mais ce sont plutôt des textes musulmans. On fait de l'astrologie
de l'astronomie plutôt, mais de l'astronomie parce qu'il s'agit de savoir dans quelle direction il faut se placer pour prier dans le sens de la Mecque. On fait du droit, mais c'est le droit coranique. Donc on voit bien que les bibliothèques, elles sont islamiques parce que effectivement tout ce qui était oral et qui a précédé l'islamisation a disparu et aucun texte n'a jamais repris cette pensée-là. À l'époque, et on est dans l'oralité, donc la transcendance, elle est dans l'immanence. C'est dans l'écriture que les choses vont se passer différemment. Dans l'écriture, après, la transcendance, elle ne sera pas dans l'immanence. Pour dire les choses autrement, l'immanence, c'est ce qui est ici, présent, la chose que vous pouvez voir, tangible et concrète, et la transcendance, c'est ce qui vous conduit au-delà de cette chose. Les monothéismes, les trois monothéismes nous disent que le sens de ce qui est ici est ailleurs, dans un autre monde. Et donc la transcendance des civilisations écrite, elle suppose un autre monde, un arrière-monde. En revanche, la transcendance des civilisations orales, elle est dans ce qui se produit ici et maintenant. L'objet lui-même porte tout son sens, toute sa force, toute son énergie. Pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. L'énergie du fétiche africain est dans le fétiche africain quand on est dans la logique de l'oralité. En revanche, la Sainte Vierge que vous voyez, une Sainte Vierge médiévale par exemple, eh bien, son énergie n'est pas dans le bois dans lequel elle est sculptée. Ça en ferait une icône et pour le coup on serait dans une logique païenne, ce que d'ailleurs les protestants ont reproché aux catholiques. C'est-à-dire que quand on prie devant un Christ en croix, en bois, qui a été sculpté, est-ce qu'on ne prie pas devant une idole? Est-ce qu'on n'oublie pas Dieu quand on se met devant ce genre d'objet? Toute la querelle entre les iconophiles et les iconoclastes, c'est-à-dire les gens qui défendent les images et les gens qui détruisent les images. On aura l'occasion un jour de reparler de tout ça quand on abordera la question de la décadence. Sur ce récit scandé et son gaï de ce peuple africain, on y trouve ce qui concerne la race des ancêtres, la race des fondateurs de l'Empire, le génie de l'eau, le génie borgne de l'éclair, le génie chasseur qui est maître des vents, le forgeron des pierres de foudre, le génie du tonnerre qui est maître du ciel, l'enfant qui assiste sa mère dans le fleuve, la servante conseillère qui est réparatrice des dégâts effectués par les fratries, les génies voleurs des âmes qui sont malfaisants et difformes, ou le maître des savanes. C'est-à-dire qu'il y a un monde. Il y a une vision du monde, il y a une vision des choses. C'est donc une civilisation à plein temps, je dirais, à plein régime. C'est pleinement une civilisation. Quand d'aucuns méprisent le fait qu'on ne peut pas comparer des civilisations, que la civilisation blanche occidentale serait supérieure, etc., mais on n'a pas les moyens de comparer, ça n'est pas comparable. On n'a pas à comparer des civilisations qui ne sont pas comparables, puisqu'on compare des civilisations avec des millions d'individus sur 10 siècles, avec des civilisations dont tout a disparu ou presque, alors qu'il ne nous reste que quelques objets. Imaginez qu'un péril nucléaire ou qu'une bombe atomique fasse disparaître tous les hommes de la planète et que plein de choses aient disparu complètement et qu'on retrouve un jour sous une espèce de vitrification, une télévision et 3 sièges devant, et qu'on nous demande ce qu'était la civilisation du XXe siècle à partir d'une télévision et 3 fauteuils devant. Je ne suis pas bien sûr qu'on dirait des choses très intelligentes. On n'aurait sûrement pas les moyens de savoir que tous les soirs, les Français faisaient leur dévotion à Nagui ou à Cyril Hanouna. D'aucuns diraient que c'était une drôle de religion et que les gens dirigeaient tous leur fauteuil, leurs chaises, leur table pour manger en direction de cet objet duquel devaient sortir des paroles sacrées parce qu'il y avait probablement une transcendance, c'est pas possible, il y avait cet autel rituel dans toutes les autres maisons qu'on a découvertes. Donc vous voyez qu'on serait dans cette configuration-là, à peu près comme on est dans la configuration à l'endroit d'un ancien empire africain disparu. Ces textes étaient chantés et récités par des musiciens qui jouaient en même temps de la musique, des batteurs de calebasse, des joueurs de violon, et il y avait des officiants avec en même temps des danses et des possessions. À l'origine, ces paroles, elles étaient connues par tout le monde. Tous les individus les connaissaient puisqu'on assistait à ces cérémonies, qu'elles étaient ritualisées et qu'à force, on finissait par se pénétrer des mots puis du sens. Plus tard, ensuite, seuls les officiants du rituel se sont mis à connaître ces paroles, et quand les officiants ont disparu, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus que ces papiers qu'on retrouve dans des boîtes dans le désert de Tombouctou. Ces prières qui étaient des poèmes, ces poèmes qui étaient des prières, étaient l'occasion en même temps de dire le monde
dans cette logique que j'appelais tout à l'heure du masque. Le masque, donc, c'est outre ce morceau de bois sculpté qu'on se met devant le visage, ça peut être aussi un plus petit morceau de bois qu'on s'accroche sur l'avant-bras. Et ce sont aussi les vêtements, les chants, les danses, les parures, les décorations corporelles, c'est-à-dire les tatouages, qui sont des tatouages qui peuvent durer, les scarifications, pardon, ce ne sont pas des tatouages qui durent, les scarifications, mais des tatouages qui peuvent être faits pour la cérémonie, donc des peintures, des pigments, et ça disparaît avec la pluie, etc. Ou d'autres signes corporels qui sont pour le coup des scarifications qui font sens. Il est bien évident qu'aujourd'hui tout le monde se tatoue, tout et n'importe quoi, alors que jadis le tatouage faisait sens. On avait un tatouage qui signifiait quelque chose. On était inscrit dans une logique qui faisait qu'on était initié. Si on était initié, on avait un certain type de tatouage. Si on grimpait dans les grades de l'initiation, on avait un autre type de tatouage et que vous finissiez par avoir sur votre corps une espèce de carte d'identité ontologique. On disait qui vous étiez, on voyait qui vous étiez en voyant quels étaient vos tatouages à cette époque-là. Le masque, ce sont aussi des choses invisibles, c'est-à-dire la présence des ancêtres, les invocations rituelles. Ce sont les transes chamaniques, c'est-à-dire des danses qui permettent à des gens d'entrer en contact avec un autre monde. Souvent, ces transes sont préparées par des jeûnes, sont préparées par des absorptions de substances hallucinogènes, des champignons, des herbes macérées qui permettent d'entrer en contact avec ce qu'ils estiment être un autre monde. Et puis, les esprits descendent dans ces corps et ces corps exultent au son de musique, souvent des percussions, avec des rythmes qui sont complexes, répétitions lancinantes, percussions, etc. Et parfois des ethnomusicologues sont allés écouter ces musiques qui sont bien plus complexes que nos musiques les plus complexes. C'est-à-dire que le sérialisme ou le dodécaphonisme ferait sourire ces peuples-là tant le degré d'élaboration sonore est grand dans ce qu'il nous reste d'eux à travers leur musique. Et puis, il y a une façon de solliciter les animaux, morts, mais toujours vivants, parce qu'on a tanné leur peau, et qu'en ayant tanné leur peau, eh bien, on a obtenu de quoi faire des tambours qui nous permettent d'invoquer les ancêtres, mais en même temps de faire vivre les animaux morts. J'étais il y a quelque temps en Polynésie, aux Marquises, sur les traces de Ségalène, et il y a des cérémonies marquisiennes qui sont faites avec des tambours, et jadis, ces tambours étaient faits avec des peaux de requins. C'est une civilisation du requin, on nage, parfois on nage avec des requins, des petits requins qui ne sont pas dangereux, mais on nage avec des requins, et ces animaux sont capturés, mangés, la peau est tannée, et on obtient donc des peaux sur des tambours, et évidemment quand vous frappez du bout des doigts, de la paume, etc., des mains, quand vous frappez ces tambours, eh bien c'est l'esprit du requin que vous allez solliciter. Eh bien, aujourd'hui aux Marquises, ces cérémonies qui sont devenues complètement folkloriques sont faites avec des peaux de vache. Donc vous imaginez l'ontologie. C'est-à-dire, jadis on sollicitait le requin, aujourd'hui on sollicite les vaches, et qui évidemment ont été apportées par les missionnaires et les occidentaux, de sorte que ça ne veut plus rien dire. Frapper un tambour en peau de vache quand on veut ressusciter l'esprit marquisien, puisque les peaux sont là, et ce sont des peaux d'animaux qui, eux, ont une signification. Un animal est un symbole en Afrique. Un animal n'est pas qu'un animal, ça va au-delà de l'animal. L'Occident a évidemment vidé ses masques, au sens large du terme, de toute leur signification spirituelle et religieuse. On est passé à côté, c'était des sauvages, donc par définition, c'était pas une religion, c'était n'importe quoi, c'était des barbares, etc., etc. On n'allait tout de même pas se soucier de ce genre de pratique, puisqu'on estimait que c'était ridicule d'imaginer que les ancêtres nous voyaient et qu'on pouvait les solliciter avec un tambour, mais qu'on trouvait normal d'envisager qu'un homme ait pu naître d'une mère qui était vierge et être le fils de Dieu qui soit mort et ressuscité le troisième jour. On a les mythologies qu'on peut, mais la plupart du temps, on est toujours plus lucide et plus critique sur les mythologies des autres que sur les siennes propres. Si vraiment ces mythologies sont à faire sourire, les nôtres le sont aussi, mais il se fait qu'on est passé à côté de ces mythologies parce qu'on les estimait barbares alors qu'elles signifiaient un monde. On en a fait de ces objets des produits marchands, des marchandises sous couvert d'art. C'est-à-dire qu'on a évincé tout un génie qu'on n'a pas vu et qu'on peut encore voir un peu en Afrique, mais tout le génie animiste, polythéiste ou totémique africain,
qui existe encore un peu, c'est-à-dire que quand on sympathise avec quelques Africains qui sont un peu en confiance, ils finissent par, ou des Marquisiens qui m'ont aussi confié des choses, on finit par savoir que ça persiste, c'est secret, c'est discret, qu'il y a toujours des cultes païens, mais qu'il vaut mieux évidemment ne pas le faire savoir par peur de ridicule, mais par peur aussi de se trouver poursuivi ou pourchassé. C'est-à-dire que ces objets auxquels on a nié un pouvoir spirituel, un pouvoir ontologique, un pouvoir philosophique, un pouvoir métaphysique, eh bien on en a fait des objets d'art. Ça devenait des objets d'art, donc pour le coup, on les vidait de la totalité de leur sens. Et cette transfiguration, elle s'est effectuée avec des gens qui n'étaient pas forcément animés de mauvaises intentions, mais qui sont les artistes du début du XXe siècle. Il y a eu donc un usage nihiliste, je dirais, de cet art, parce qu'il aurait fallu, et d'une certaine manière ça a marché, je songe à Dada, c'est-à-dire à Tristan Tzara, il fallait en finir avec l'art un peu plan-plan et pépère de cette époque-là. On a inventé la photographie, les artistes ne pouvaient plus faire ce que la photographie faisait très bien, donc on ne pouvait plus peindre comme Ingres, ça n'avait aucun sens. Donc à ce moment-là, on a commencé à peindre non pas les choses, mais l'effet de la lumière sur les choses. Les impressionnistes ont commencé à peindre, puis il y a eu les pointillistes, Signac et quelques autres, etc. Et puis il y a un moment donné où la peinture ne peut plus vraiment trouver des sujets. Quand vous avez cessé de peindre le sujet et que le sujet c'est devenu la peinture, la lumière qui était sur ces objets, il ne vous reste plus qu'à en finir avec la peinture. Eh bien, le dadaïsme a voulu en finir avec la peinture et a utilisé l'art africain ou le génie africain comme une espèce de machine de guerre à lancer contre l'art occidental. Et je songe à des gens comme Vlaminck, Derain, Matisse, Picasso, Apollinaire ou Léger, Fernand Léger, qui ont voulu utiliser l'art nègre, comme on disait donc à cette époque-là, pour détruire l'art occidental. L'art dionysiaque, l'art de Dionysios, le dieu de la vigne, de la pampre, du vin, de la danse, etc., contre Apollon, qui faisait la loi dans l'art occidental, le dieu de l'ordre, de l'harmonie ou de l'équilibre. C'est-à-dire que on commence à utiliser l'art nègre non pas pour les valeurs qui sont les siennes, mais pour sa charge primitive, dont Tzara estime qu'elle est anti-bourgeoise. Et il fallait à l'époque en finir avec la bourgeoisie, et on est aussi dans une configuration particulière, c'est la guerre 14-18. C'est-à-dire que la jeune génération risque sa peau, on sait qu'on peut la conduire au front, et puis que la vie peut s'arrêter très vite. Certains vont au front et n'en reviennent pas, certains vont au front et parfois en reviennent, certains vont à la guerre mais sont brancardiers, je songe à Breton, mais voient un peu comment ça se passe sur le terrain, et effectivement c'est une boucherie terrible, terrible. De sorte qu'on voit mal que cette jeune génération puisse dire d'un côté l'Occident s'effondre avec cette Première Guerre mondiale, et puis de l'autre côté il faudrait continuer avec des valeurs sympathiques de l'art occidental. Donc il s'agit pour ces gens-là de détruire l'art occidental et d'utiliser l'art nègre, mais aussi la civilisation nègre, je dirais, et on fait venir des gens de couleur, des Noirs, qui se mettent à crier par exemple, à gesticuler ou à raconter ou à produire des onomatopées dans des salles de spectacle où on estime que, eh bien, on aura pu détruire l'ordre bourgeois. C'est-à-dire que on entre dans le formalisme, dans l'esthétisation. C'est-à-dire plus question de savoir quel est le génie africain. Il s'agit juste, d'une certaine manière, d'utiliser les Africains comme des tirailleurs sénégalais de l'art occidental. C'est-à-dire il s'agit de les emmener au front en disant « détruisez-moi tout ça ». Et il faut choquer désormais le bourgeois. Évidemment, tous ces gens-là sont insoucieux de la pensée africaine, et il n'est pas question pour eux d'aller chercher le divers, cher à Ségalène. Ségalène utilisait ce concept, dit le divers, que vous connaissez, avec une majuscule. Il disait, voilà, il faut préserver le divers. Il faut garder le génie des peuples. Il faut arrêter de vouloir assimiler tout le monde en disant il faut que tout le monde ressemble au consommateur occidental, au consommateur américain d'une certaine manière. Pas à cette époque-là, mais on n'en parle pas encore dans ces termes-là, mais il s'agirait de faire un homme cosmopolite, universel, qui penserait la même chose, qui mangerait la même chose, qui s'habillerait de la même manière, etc. Et Ségalène dit non, pas du tout. Il faut garder le divers. Il est très bien qu'il y ait des gens qui, partout sur la planète, ne pensent pas de la même manière, ne mangent pas la même chose, ne s'habillent pas avec les mêmes vêtements. Et préserver le divers n'était pas le souci de ceux qui ont détruit cet art nègre à leur propre profit,
parce qu'il n'y avait pas de souci de ce qu'est intrinsèquement cet art nègre. Il y avait juste une utilisation, j'allais dire une ustensilisation, mais une utilisation de l'art nègre, et plutôt que de servir l'art nègre, il se servait de l'art nègre. C'était une façon de contribuer, sans malice, enfin de contribuer à l'ethnocide que pratiquaient de leur côté les missionnaires et les administrations coloniales. On évince donc les spiritualités africaines, et cette esthétisation, elle passe par un pur culte de la forme. Et de fait, quand on ne connaît pas trop l'art africain, on est un peu perdu, parce qu'on voit dans des magasins plein d'objets, et puis ça vient de partout, des ethnies, des tribus dont on ne connaît pas forcément le nom, et puis on ne voit pas ce qui distingue, ce qui est, je sais pas, un Ox, Gnufo, Bambara ou Dogon, et à un moment donné où on peut vous expliquer ce qui se passe. On se dit, voilà, telle ethnie, comment on produit tel type d'œuvre d'art. Et il y a, par exemple, un désir de forme abstraite qu'on trouve dans les masques Dogon au Mali, ou les masques ou les statuettes Etombi au Gabon. Et de fait, quand vous voyez un masque Dogon, certains masques Dogon, vous avez vraiment l'impression qu'ils ont été produits par Giacometti, par exemple, ou par le futurisme. Et bien évidemment que c'est une erreur. Ce sont ces masques qui ont produit les Giacometti et les futuristes, parce qu'il y a des formes a priori, sauf que ces formes sont indissociables d'un fond. Le masque Dogon n'est pas là pour faire beau. Le masque Dogon, il est là pour rentrer en contact avec les ancêtres, avec les génies. Donc il a une réalité intrinsèque qui suppose un fond. Là, on se moque absolument du fond pour ne garder que la forme. Il y a aussi d'autres sculptures qui sont intéressantes, les sculptures qu'on dit cubistes, pour le coup c'est le vocabulaire occidental qu'on emprunte, qui sont les œuvres Chambra par exemple au Nigeria, ou Fang au Gabon, qui sont des très belles œuvres et qui elles inspirent Matisse et Picasso, ou des œuvres qu'on appelle tubistes, parce qu'elles font songer à des tubes, bien sûr, Songo par exemple, ou Chokwe, qui sont des belles choses d'Angola, et qu'on retrouve pour le coup chez des peintres comme Fernand Léger. On retrouve aussi ces formes dans Picasso, bien sûr, je renvoie à cette toile emblématique de la modernité, Les Demoiselles d'Avignon, 1907, de Picasso, ou dans des portraits de Matisse, par exemple celui de sa femme, 1913, ou d'Yvonne Landsberg en 1914. Et puis on trouve aussi des visages, des membres, des corps de personnages de Fernand Léger. Quand vous regardez la peinture de Fernand Léger, natif d'Argentan, eh bien vous retrouvez parfois dans des corps blancs des formes que nous trouvons dans l'art nègre. Aucun souci évidemment ethnologique dans cette récupération de l'art africain, mais plutôt un souci esthétique et esthétisant. On ne se soucie que de la forme, donc on dégage tout ce qui est pensée vitaliste, tout ce qui est métaphysique vitaliste, tout ce qui est ontologie vitaliste, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le totémisme, l'animisme ou le polythéisme. André Breton, je parlais de Tzara, mais on peut parler de Breton aussi et du surréalisme, a joué également un rôle dans cette, je dirais presque disqualification de la pensée nègre par la création du concept d'art nègre, mais il a publié en 1957 un livre qui s'appelle L'Art magique, qu'il n'a pas écrit tout seul, c'était en correspondance à une époque avec la personne qui était son documentaliste, comme on dit, et qui a pas mal contribué à l'écriture du livre. La chose est dite d'ailleurs dans une biographie d'André Breton, mais André Breton est quelqu'un qui n'a aucun souci de l'histoire, qui n'a aucun souci de la réalité qu'on dira ethnologique ou ethnographique, et qui est dans une logique de pure esthétisation. Il y a, nous dit Breton, un art magique, et je découvre qu'il appelle magie tout ce qu'il ne comprend pas. Alors que si on travaille un peu en faisant justement de l'histoire et en se mettant justement à l'écoute des peuples en question, il y a plein d'œuvres dont on découvre qu'elles font sens et qu'elles montrent un monde et qu'elles ne sont pas que pure forme. Par exemple, il estime que les toiles de Monzu Desiderio sont magiques. Bon, je fais que j'ai écrit un livre sur la peinture de Monzu Desiderio, qui sont deux peintres de Lorraine, qui quittent la Lorraine pour aller à Naples et qui font des peintures dans lesquelles on trouve des ruines, des cathédrales effondrées, des églises qui explosent, ce genre de choses. J'ai montré que ça s'inscrivait dans une perspective de reconquête qui permettait de s'inscrire dans la contre-réforme. Donc on peut très bien lire de manière historique cette peinture de Monzu Desiderio, et elle n'est pas magique. Et Breton fait la même chose avec les statues de l'île de Pâques, avec les peintures pariétales de la préhistoire, les sculptures polynésiennes, les masques inuits, les architectures aztèques ou mayas, Jérôme Bosch, dont vous connaissez la peinture,
Les anamorphoses d'Holbein, des espèces de formes que vous ne comprenez pas a priori. Vous voyez une espèce de tache oblongue sur une toile, les ambassadeurs par exemple, d'Holbein, et puis vous vous apercevez que cette toile n'est lisible que si vous posez un tube de verre, parce que ce tube de verre, quand vous posez le tube très exactement à un endroit particulier de l'anamorphose, eh bien vous allez voir dans le tube ce qui se sera trouvé, enfin la surface du verre du moins, ce qui se sera trouvé peint de manière anamorphosée par Holbein. Donc on est dans une logique qui est purement optique. On pourrait entrer de manière historique dans cette aventure. On n'a pas le temps, mais je veux dire, ça ne fait pas pour autant de la peinture d'Holbein une pensée magique. C'est la même chose avec Arcimboldo, dont vous connaissez l'étoile, et qui représente les saisons avec des figures qui ne sont constituées qu'avec des objets ou des produits de la saison, donc printemps, été, automne, hiver, etc. Mais il fait des portraits de poissonniers avec des assemblages de poissons, il fait des portraits de bibliophiles avec des assemblages de livres, et on voit bien qu'il n'y a rien de magique dans cette aventure. Même chose avec la peinture de Friedrich, avec celle de Gauguin, avec celle du douanier Rousseau, les dessins ou les magnifiques gravures d'Alfred Kubin. Gustave Moreau également, mais même chose avec les boucliers indonésiens, les pictogrammes navarros, les sculptures des temples khmers, Stonehenge, les runes scandinaves, les chaudrons celtes, l'art égyptien, les tympans romans ou les masques africains. Donc j'ai repris tout ça pour que vous puissiez voir comment il passe d'un objet à l'autre, et plutôt que de faire une étude historique, ce qui supposerait de prendre du temps et de se mettre au service de ces pensées-là, il préfère estimer qu'il en va de la pensée magique ou d'un art magique, et comme ça l'affaire est réglée. Donc évidemment, l'art africain est un art magique. L'affaire est réglée, on esthétise les formes, et il n'y a plus de possibilité de dire que ce qu'on appelle l'art africain est une pensée dont on ne veut pas voir qu'elle est une pensée. Il y a une petite histoire qui est extrêmement intéressante, c'est l'histoire des haricots sauteurs, et elle date du 26 décembre 1934. Et il faut imaginer la séance, c'est Caillois, Breton et Lacan qui se retrouvent auprès de haricots ramenés probablement par Benjamin Perret du Mexique, et qui sont des petits haricots bariolés qui sautent. Ils sont sur la table et ça saute. Et évidemment, ça peut être dit magique. Et Caillois, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on ne lit pas assez, et qui est un penseur libre, comme il n'y en a pas beaucoup, Caillois dit, eh bien, il n'y a qu'à les couper. On verra ce qui se passe dedans, on verra pourquoi ça saute. Et donc, Lacan, lui, dit que ce qui est important, c'est surtout pas de briser le mystère, mais c'est l'étonnement de celui qui regarde. Seul importe l'étonnement du spectateur, dit Lacan. Et Breton souscrit aussi à cette idée qu'il y a deux hypothèses. Effectivement, couper le haricot pour voir pourquoi il saute, et puis ne pas le couper justement pour garder le mystère, ou pour garder la magie. À l'époque, ça rigolait pas, on se fâche assez facilement, on excommunie et chez les surréalistes, et Caillois écrit une lettre de rupture pour André Breton, parce qu'il estime qu'il faut utiliser la raison contre la magie, et qu'il faut recourir à l'intelligence pour déconstruire l'irrationnel, ce que je crois. Mais c'est Breton qui a gagné, c'est pas Caillois. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'effectivement, Caillois a coupé l'un des haricots, et qu'il a découvert qu'il y avait à l'intérieur des petits insectes parasites qui, par leur mouvement, faisaient bouger les haricots. Donc évidemment, c'est pas très magique, c'est même très raisonnable et rationnel, mais on a perdu la magie. Donc il y a d'un côté des gens qui veulent bien du déraisonnable pourvu que la magie soit réjouissante, et puis des gens qui disent non, le travail du philosophe, ça n'est pas d'entretenir la magie. Et on dit assez peu, alors que Breton est une vertu. J'ai moi-même été prof de français en même temps que de philo, et on enseignait le surréalisme, l'écriture automatique, le cadavre exquis et ce genre de choses. Ça aurait été très bien si on avait appris d'abord à écrire plutôt qu'apprendre à désécrire. Mais effectivement, ça fait partie, je dirais, du patrimoine culturel français, André Breton, et c'est plus facile d'enseigner Breton que d'enseigner Racine, et j'y ai moi-même contribué. Sauf que Breton est quelqu'un qui, on l'oublie souvent, fait l'éloge de l'occultisme, de l'alchimie, de l'astrologie, du satanisme, de la magie, de la kabbale, du spiritisme, de la numérologie, du surnaturel, du mysticisme, de la gnose et, on s'en doute évidemment, de la psychanalyse, bien sûr. Et donc, voilà quelqu'un qui déraisonne en estimant que la raison occidentale a fait son temps et qu'il faut autre chose. C'est lui qui écrit « Il n'y a pas d'acte plus surréaliste que de descendre revolver à la main dans la rue et de tirer au hasard ». C'est un poète, il l'écrit, mais quand on écrit ce genre de choses, il y a des gens qui ont envie d'être surréalistes en descendant dans la rue et en tirant au hasard. Donc effectivement, il faudra aussi un jour
faire une contre-histoire d'André Breton et montrer comment la déconstruction de la raison, quand elle se fait en forme d'éloge de la déraison, peut produire des monstres. Il y a donc chez Breton une incapacité à penser de manière historique, et dans son cabinet de curiosité, on voit des masques africains, bien sûr, mais tout ça côtoie des cannes de poilus, des bénitiers, des moules à gaufres, chers au cœur du capitaine Haddock, des moules à hosties, pour le coup qui me sont chers, des papillons, des coquillages, des minéraux, des racines, une carapace de pangolin, un fossile d'oursin, des masques précolombiens, des poupées Kachina de Hopi, c'est-à-dire d'Amérique, un fétiche de Nouvelle-Guinée et un masque inuit, l'un des plus beaux qui soit d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a chez André Breton un pur désir de la forme au détriment de la force. Il y a une force vitaliste dans l'art africain que Breton ne voit pas parce qu'il estime que cette forme seule suffit. On le sait, c'est un passe-partout des dissertations. Hugo disait que la forme, c'était le fond qui remontait à la surface. Il n'avait pas tort. C'est indissociable. Une forme n'existe jamais pure et a priori. Une forme n'est jamais que, effectivement, la manifestation d'un fond. Et dans cette façon de dénier le fond aux productions africaines en faisant de l'art, il y a effectivement un travail d'évincement de cette pensée vitaliste qui gêne un Occident chrétien. Apollinaire joue un rôle aussi dans cette aventure, donc Tristan Tzara, donc André Breton, et puis Apollinaire, qui est déjà consacré un livre à Apollinaire sur le rôle qu'il a joué dans cette muséification du marquis de Sade, qu'il n'avait pas lu, qu'il avait vite lu pour faire une anthologie un peu rentable. Et il y a eu chez Apollinaire le désir de muséifier l'art africain. Donc d'un seul coup, l'objet ethnologique, ethnographique, historique devient un objet d'art, et cet objet d'art, il faudrait le faire rentrer dans un musée. En 1909, Apollinaire voudrait un musée d'art exotique qui permettrait d'exposer ce qui se trouvait dans les musées ethnographiques. Donc vous voyez, il y a un passage, il y a un musée ethnographique, ça fait sens, et la pièce qui était précédemment ethnographique, elle devient d'un seul coup esthétique, elle devient objet d'art. Donc on travaille, on va dans le sens effectivement de la dévitalisation de l'œuvre d'art africaine. Je mets toujours œuvre d'art entre guillemets, bien sûr. Cette musification, elle est toujours à mettre en relation avec la mort de l'objet. Ségalen, dont je parlais tout à l'heure, disait que tout musée est un tombeau. Et il a raison. Quand une œuvre d'art est vivante, elle vit, et elle n'est pas dans un musée. Si elle se trouve mise un jour dans un musée, c'est qu'elle n'est plus vivante. Les œuvres, elles étaient faites jadis pour être dans les châteaux des puissants, pour être dans les églises chrétiennes, catholiques, etc. Et puis, le jour où on sort une pièce pour la faire entrer au musée, c'est qu'elle est morte. Et quand on fait entrer l'art africain au musée, on peut dire « Ah, c'est une grande dignité qu'on donne à l'art africain parce qu'il entre dans nos musées comme un Rembrandt », mais c'est aussi un aveu qu'on a tué cet art. Il n'est plus vivant. On a fait de telle sorte qu'il n'était plus vivant puisqu'on l'a exposé dans un musée. Apollinaire dit que la sculpture grecque, donc évidemment on songe à Praxitèle, on songe au grand modèle de la sculpture grecque de la période hellénistique, que ces sculptures grecques, elles ont beaucoup appris des sculpteurs africains, beaucoup plus que ce qu'on veut bien dire. Et on se dit, sculpture africain, art grec, on a du mal à voir, on se dit, mais c'est quand même très en amont, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, et lui, il dit, mais parce que finalement, ils se sont inspirés de la statuaire, de la sculpture égyptienne. Et de fait, l'Égypte fait partie du continent africain, de sorte que, sur le Parthénon, on aurait des œuvres d'art qui s'inspireraient de l'art africain. Et il y a une autre façon de procéder qui consiste à dire qu'ils sont grands parce qu'ils nous ressemblent, et non pas parce qu'ils ont leur propre motif de grandeur. C'est-à-dire qu'ils seraient grands parce que, justement, ils auraient inspiré Praxitèle. Ce qui reste à montrer, il suffit de regarder la statuaire égyptienne, et elle n'a pas grand-chose à voir avec la statuaire hellénistique, la statuaire de l'époque de Périclès, mais il y aura exactement la même chose quand Griaule dira que les mythes dogons sont des mythes qui peuvent faire ressembler, enfin qui ressemblent, ou du moins qui sont à mettre en relation avec les mythes d'Hésiode. Sous-entendu, les Dogons et Hésiode, c'est la même chose, donc ils ont leur grandeur. On n'a pas besoin de comparer pour chercher des grandeurs.
Si on a une mythologie, elle n'est pas plus grande ou plus petite que celle de Hésiode, et si on a une statuaire, elle n'est pas plus grande ou plus petite que celle du voisin. Il y a des statuaires, il y a des poésies, il y a des mythologies, et elles sont intrinsèquement à concevoir, indépendamment de leur mise en relation. Apollinaire, lui, collectionnait également l'art africain. Il avait dans sa collection un reliquaire Vili, une statuette Téké, une marionnette Kouyou du Congo, une sculpture Nkomdé, un arc Pounou du Gabon. Les Pounous font des œuvres très belles, des masques très très beaux qui sont des masques de mort avec des poudres blanches magnifiques. Et puis un appui nuque Kuba. Il y a donc Zara, il y a Breton, il y a Apollinaire, et puis quand on avance dans le temps, il faut dire des choses aussi sur Michel Léris, qui n'est pas beaucoup lu. Les gens lisent assez peu Léris, ou du moins lisent pas vraiment ce qu'il y a à lire, alors que, outre les choses qui renvoient à l'autobiographie, je songe à la règle du jeu, aux multiples volumes de la règle du jeu, ça fait aujourd'hui un volume de Pléiade, je songe aux textes qui renvoient à l'Afrique. Par exemple, l'Afrique fantôme, qui résume son expédition scientifique, ou qui la raconte du moins, une expédition qu'il fait d'ouest en est de l'Afrique. Il part de Dakar pour arriver à Djibouti, et ce entre 1931 et 1933. Et il raconte comment les choses se passent, et je vais vous dire un petit peu quelles sont les méthodes de l'ethnologie à l'époque. Et il écrit aussi un livre qui s'appelle Afrique noire, la création plastique, 1967, et c'est un livre qui est paru dans l'Univers des formes, une collection emblématique de Gallimard, que dirigeait à l'époque André Malraux. Et il a, par la suite, estimé que ce texte-là ne convenait plus. Il en a exigé, il a exigé du moins qu'on ne le réimprime pas. Ça fait que je l'ai lu dans l'édition originale et que l'édition a été reprise aujourd'hui en livre de poche. Donc il y aurait un travail à faire sur les raisons qui font qu'effectivement il a douté de lui-même sur ce sujet-là. Et puis il a travaillé également sur le Tsar, qui est le génie de la possession. Et dans ce texte, il raconte des choses personnelles. C'est quelqu'un qui part plus à la recherche de lui-même qu'à la recherche d'autrui. Il est plus soucieux de trouver un sens à son existence que de trouver des raisons d'aimer l'art africain, la pensée africaine. Et il voyage avec Marcel Griaule, qui est le responsable de cette expédition. Et dans ce texte, il avoue des pillages. Franchement, des pillages. Je vous lirai des textes et vous verrez que c'est assez édifiant. Il part en esthète, lui aussi, en esthète qui s'ennuie. Et l'essentiel de la vie de Michel Léris consiste à se regarder le nombril pour se demander s'il doit se suicider ou pas se suicider, raconter ses expériences sexuelles, ses moments d'impuissance, ses incapacités à parvenir à l'acte sexuel. C'est assez long et parfois ennuyeux, mais c'est bien, c'est snob, c'est parisien, ça fait partie de l'époque, et il faudrait aimer Michel Léris pour cette raison-là. Moi, je souhaite que quand on aille voir les textes qu'il écrit sur l'Afrique, on puisse lire la totalité des textes et voir ce qu'était la méthode. Donc évidemment, il y a des considérations sur le voyage comme expérience corporelle. Il fait extrêmement chaud, évidemment, on manque d'hygiène, il y a du paludisme, la fièvre jaune, les diarrhées, on se fait dépouiller, rançonner, éventuellement assassiner, et 4 équipiers de cette aventure arrêtent en cours de route. Mais il assiste à des cérémonies, circoncision par exemple, trans ou possession. Et Marcel Griaule, qui est quelqu'un qui va beaucoup écrire sur les Dogons, et je reviendrai sur lui tout à l'heure, mais Marcel Griaule est le directeur de l'expédition et il travaille sur les Dogons avec des fiches, avec des enquêtes. Ils s'initient prétendument à leur langue secrète, ils remplissent des fiches, ils font un travail que Michel Léris estime méticuleux et rébarbatif, et en fait, tout ça donne l'impression d'une caution scientifique, alors qu'en fait, il n'y a là qu'une pure volonté subjective. C'est en esthète que Michel Léris effectue cette traversée de l'Afrique d'ouest en est, et il se sert beaucoup plus des Africains qu'il ne les sert. Ce n'est pas quelqu'un qui est franchement dans l'empathie ou dans le souci de savoir comment on pense autrement. Il y a beaucoup plus de générosité chez Montaigne au XVIe siècle que chez Michel Léris dans cette aventure. Alors Michel Léris était un ami de Lacan, de Bataille, de tout ce petit monde, et on sent plus les obsessions de Georges Bataille
sur la transgression, sur le sacré, sur l'interdit, parce qu'il est fasciné par ça, comme on a pu l'être dans l'université française dans les années 80. Du moins, quand j'étais à Caen, il y avait une fascination pour Sade et pour Bataille. C'était des héros. On n'a pas touché à Georges Bataille. On trouvait que Ma mère, l'histoire de l'œil, enfin toutes ces choses-là, c'était extraordinaire. Parce qu'il faudrait de l'interdit pour pouvoir transgresser l'interdit qui permettrait la jouissance. Donc, évidemment, il faut jouir en tuant, jouir en torturant, jouir en massacrant. Enfin, c'est tout ce qui fait le génie de Bataille. Je n'ai jamais été très sensible à ce genre de génie. Donc, on voit bien que les catégories de Bataille intéressent beaucoup plus Michel Leiris que la pensée africaine, la pensée noire africaine. Griaule, lui, a été mandaté par l'État français et il dispose de ce qu'on appelle un permis de capture. L'expression est assez extraordinaire, permis de capture, qui est en gros un permis de tout prendre, et en utilisant tous les moyens. C'est un ancien militaire qui justifie la ruse et l'intimidation pour parvenir à ses fins. Et Leiris, qui a passé tout son temps, parce qu'il fallait être de ce côté-là quand on était de gauche et intellectuel, à dénoncer le régime colonial, s'est comporté en colon. Donc évidemment, on dénonce le régime colonial, mais quand on est sur place et qu'on pourrait se comporter autrement, eh bien on se comporte en colon et on spolie les Africains de leurs propres biens, mais sous prétexte qu'on effectue ce genre de choses pour leurs biens. C'est pour le bien des Africains qu'on les vole, qu'on les pille, etc. Et l'équipe ramasse pendant son voyage un grand nombre d'objets, des masques, des statuettes, des poteries, des instruments de musique, des animaux morts ou vivants, et puis également 70 crânes qui sont étudiés avec les méthodes raciales du moment. On est dans les années 30. Donc, les crânes, ce sont quand même des personnes qui ont vécu, pas seulement un objet anthropométrique, un objet de craniologie, un objet de phrénologie, c'est d'abord la trace de quelqu'un qui est mort. Donc, rapporter 70 crânes, c'est, dans la perspective animiste des Africains, commettre des choses assez terribles. Et Griaule nous dit qu'il a rapporté à peu près 3500 objets pour le musée du Trocadéro. Et que finalement, quand on compte, ça fait une moyenne de 3 objets volés par jour pendant 3 ans. Tous les jours, 3 objets volés en Afrique. L'Afrique fantôme, qui est le titre donc du livre de Michel Leiris, parle de leur passage au Soudan, et Leiris lui-même parle d'une véritable rafle. C'est son expression. Il y a le pillage d'un kono. Un kono, c'est un hôtel, mais en pays Bambara, le 6 septembre 1931. Le kono, donc un hôtel avec des niches qui sont remplies de crânes. Il est sacré, il est tabou, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas sans précaution particulière. C'est le prêtre, en tant qu'il est initié, qui peut le faire dans certaines circonstances et certaines occasions. Les femmes, par exemple, ou les enfants qui ne sont pas circoncis ne doivent pas voir le kono sous peine de mort. On y trouve aussi des os d'animaux sacrifiés qui sont recouverts de sang séché et de terre, une petite croûte que connaissent les collectionneurs d'art africain. On trouve également dans ce petit hôtel une calebasse avec des flûtes en corne, en bois, en fer ou en cuivre et un masque. Pour y entrer, d'abord il faut théoriquement être un officiant de ce propre culte, mais pour y entrer, si on y est invité, il faut faire un sacrifice, il faut égorger un poulet. Donc Griaule veut bien, mais il faut chercher le poulet dans le village, et on le cherche, on ne le trouve pas. Griaule trouve que le temps est long, il viole sa parole, il rentre dans l'édifice, fouille les calebasses, vole 2 flûtes et les met dans ses bottes, et il sort en menaçant le chef de représailles s'il ne vend pas son kono pour rien du tout. Griaule et Leiris menacent le chef du village de la police, et ils sont venus avec des véhicules à moteur, et ils prétendent que dans leur véhicule, il y a des policiers qui sont cachés. Ils les menacent également du tribunal de l'administration. Le chef s'enfuit, il est effrayé, il frappe les enfants et les femmes sur le passage pour les faire rentrer dans les cases. Il ne faut évidemment pas que les non-initiés voient ces objets dans les conditions du vol perpétré par Leiris et Griaule, plus l'équipe, et ils quittent le village. Leiris et Griaule, et là c'est une citation de Michel Leiris, paraît d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement osés. Leiris continue le lendemain, évidemment, mais pour le coup, il colmait le larcin seul. Citation: « Mon cœur bat très fort, car depuis le scandale d'hier, je perçois avec plus d'acuité l'énormité de ce que nous commettons. » On vole un petit animal qui ressemble à un petit cochon de lait croûté de sang et coagulé. Il pèse une quinzaine de kilos. Il est emballé avec un masque qui lui aussi est volé. Parenthèse pour vous dire que cet objet se trouve aujourd'hui au Quai Branly.
Au village suivant, il recommence, mensonge, menace du chef, et lui font savoir qu'ils ont reçu un ordre de réquisition et que le chef ne peut pas ne pas donner ce qu'ils sont venus chercher. Donc Léris entre brutalement dans la case, suivi par 2 Africains, et il écrit « Je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. » Donc cet objet-là et un certain nombre d'objets se retrouvent aujourd'hui à l'ancien musée de l'homme devenu Quai Branly, où c'est une citation, le Quai Branly, où dialoguent les cultures. Vous avez vu qu'il y a une drôle de conception du dialogue. Cette Afrique fantôme est dédiée à Marcel Griaule, mais évidemment Marcel Griaule, quand il lit l'ouvrage et qu'il découvre ce genre de citation, dit voilà, nos méthodes sont mises à jour, et il n'est pas bien content que ce livre paraisse, donc il fait supprimer son nom dans les rééditions. Il y a une lettre de Léris qui date du 19 septembre 1931 et que je voudrais vous lire. Les méthodes employées pour l'enquête ressemblent beaucoup plus à des interrogatoires de juges d'instruction qu'à des conversations sur un plan amical. Et les méthodes de collecte des objets sont, 9 fois sur 10, des méthodes d'achat forcé, pour ne pas dire de réquisition. Tout cela jette une certaine ombre sur ma vie et je n'ai la conscience qu'à demi tranquille. Autant des aventures comme celle du Kono, tout compte fait, me laissent sans remords, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de tels objets et que, là on sent tout son Georges Bataille, le sacrilège lui-même est un élément assez grandiose, autant les achats courants me laissent perplexe car j'ai bien l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux. On pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer en italique et les piller. Un petit peu plus tard, cette lettre que je viens de vous lire date de septembre 31, cet autre extrait date du 13 septembre 1936, il dit « Je me suis encore un peu conduit comme un aventurier, mais je ne regrette rien. » De point, il y a des objets sublimes qu'il serait 1000 fois plus ignoble d'acheter que de les voler. Il oublie à cette époque-là que quelques années plus tôt, 4 années notamment, c'était en 1932, qu'il avait pris position contre André Malraux, qui, à cette époque, s'était fait connaître en mutilant un temple cambodgien pour voler des statues khmères et pour faire de telle sorte que cette caisse remplie de statues khmères puisse venir en France pour que Malraux, qui était à l'époque un peu dilettante, puisse vivre uniquement en revendant de l'art khmer. À cette époque-là, Malraux, qui n'est pas connu, est condamné à 3 ans de prison et il est soutenu par le gratin littéraire parisien, Mauriac, Arlan, Paulan, Mauroy, Soupeau, Aragon, Gaston Gallimard lui-même et André Breton, qui était l'initiateur de la pétition, et André Malraux pour avoir mutilé des statues, mutilé un temple khmer, pour avoir volé des statues, alors qu'il avait été condamné à 3 ans de prison, verra sa peine transformée en 1 année de prison avec sursis. Quand Léris et Marcel Griaule arrivent en Abyssinie, ils volent les fresques de l'église Abba Antonios, qui est une fresque qui date du XVIIe siècle. Et plutôt que de dire qu'ils volent, qu'ils pillent, Léris a une expression assez extraordinaire, il parle de démaroufler les peintures. Donc il démaroufle et il les remplace par des copies éblouissantes, dit Michel Léris, qui sont faites à la chaîne. Donc vous voyez la méthode, on arrive, on arrache, on embarque et puis on fait des copies vite fait bien fait et on accroche les copies à la place de ces fresques qu'on aura démarouflé. Dans un autre village, un pillage est empêché par la foule qui a compris comment il se comportait et qui est en colère, et de fait, ils ne peuvent pas piller. De 26 octobre 1945, dans son journal, donc il est rentré depuis bien longtemps, il y a cette phrase assez cynique de Michel Léris, « Impossibilité dans laquelle je me trouve, par exemple, de prendre pour tout ce qui de près ou de loin touche à la question coloniale une position autre qu'anticolonialiste, afin de ne pas démentir l'image de moi qui se dégage de l'Afrique fantôme. » Voilà les anticolonialistes que nous avions à cette époque-là. Il faut dire aussi 2 ou 3 choses de Marcel Griaule, qui a produit lui aussi des effets assez délétères, et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Dieu d'eau, pas Dieudonné, Dieu plus loin d'eau, et Griaule était professeur d'ethnologie à la Sorbonne. Et Jean Rouch, qui est connu pour avoir fait un cinéma dit de vérité, il faisait un cinéma vérité, Jean Rouch a filmé tout ce qu'a raconté Griaule, d'une certaine manière. C'était son maître, et il n'a jamais mis en cause ce que Griaule a pu raconter. Or, le cinéma est l'occasion de fabriquer une autre réalité. Vous
pouvez très bien, avec ce que vous filmez, avec ce que vous cadrez, avec ce que vous montez, dire le contraire de ce qu'est le réel, véritablement. Vous pouvez aussi vouloir dire ce que dit Griaule sans avoir vérifié vous-même que ce que dit Griaule est vrai. Or, nombre de Maliens, de Dogons, c'est en pays malien aujourd'hui, nombre de Dogons disent qu'ils ont raconté n'importe quoi à Griaule pour être tranquille. Et en lui racontant des choses, ils étaient sûrs qu'il n'en demanderait pas d'autres. Donc c'est une technique éprouvée, quand on ne veut pas dire quelque chose, de raconter autre chose, de détourner l'attention. Je vous raconte une histoire, et vous prendrez cette histoire pour une histoire vraie. En conséquence, vous n'en chercherez pas d'autres, et l'histoire véritable, vous ne la saurez jamais. Le propre des cérémonies initiatiques et secrètes, discrètes, eh bien, c'est qu'elles soient secrètes et discrètes. Et on ne raconte pas les rites d'initiation, les secrets d'initiation ou les secrets de l'initiation à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Il y a un ami de Rouche, qui s'appelle Jean Sauvy, qui a écrit un livre intitulé « Jean Rouche tel que je l'ai connu », et il cite une lettre de Jean Rouche qui est datée du 26 décembre 1941. Citation: « Comme au hasard d'une conversation, je citais les noms de Griaule et de Labouré », Labouré avec un point d'interrogation parce que l'écriture ne permet pas d'identifier véritablement le personnage. Donc, comme au hasard d'une conversation, je citais les noms de Griaule et de Labouré, j'ai entendu un éclat de rire et on a commencé à me rebattre les oreilles en me disant que c'était deux pique-assiettes qui feraient bien de ne pas revenir ici, qu'on les avait déjà foutus dehors à coups de pied au cul. Je les ai défendus de mon mieux. Donc, Jean Rouche a suivi les cours de Griaule à la Sorbonne et la filmographie de Jean Rouche, c'est une hagiographie de Griaule. Or, Griaule a été assez peu recommandable. On peut être un salaud et puis faire éventuellement de belles choses, mais il n'a pas été recommandable non plus dans sa vie. Léris pense par exemple qu'à l'époque de Vichy, il avait obtenu, via les relations qu'il avait avec les gens de Vichy, le gouvernement de Vichy, que l'Afrique fantôme fût portée sur la liste auto, liste d'interdiction de lecture. Donc c'est une hypothèse de Léris, mais lui pense qu'effectivement c'est une dénonciation de Griaule qui a fait que l'Afrique fantôme s'est trouvée effectivement consignée sur la liste auto. On ne voit pas effectivement, après avoir lu l'Afrique fantôme, que ce texte-là ait pu gêner véritablement les nazis idéologiquement. Le même Griaule a pris la place de Marcel Cohen, qui dirigeait l'Institut national des langues et civilisations orientales, et Marcel Cohen, pendant cette période-là, avait été révoqué parce qu'il était juif. Le même Marcel Griaule avait refusé de publier un article de Deborah Lifshitz, qui avait, elle, travaillé sur les manuscrits éthiopiens, juste parce qu'elle était juive et qu'elle venait de se faire arrêter. Donc évidemment, Griaule, lui, se réclame de la science, alors qu'il pratique en subjectivité totale. C'est pas parce qu'on a interrogé des gens, rempli des fiches et qu'on a mesuré des crânes que pour autant on est dans la science. Il y a chez Griaule une espèce de naïveté à croire qu'un initié aurait pu venir chercher un profane pour lui permettre d'accéder à un savoir ésotérique par transmission secrète, juste comme ça. Parce que ça fait 15 ans qu'il remplit des fiches et qu'il mesure des crânes, d'un seul coup, un grand maître viendrait chercher un profane et lui dirait « Viens ici et je vais t'initier, je vais tout te raconter de la mythologie Dogon ». Dans Dieudo, il y a un vieil aveugle qui s'appelle Ogo Temelli, qui vient chercher Griaule et qui justement lui donne ses secrets. Ce qui m'a fait douter un petit peu, c'est qu'il met 33 jours à lui raconter ses secrets. Je ne suis pas un franc-maçon, mais j'ai lu un peu sur la franc-maçonnerie. Le 33e degré fait partie des degrés les plus importants, et c'est l'âge du Christ, c'est l'âge du Christ au moment où il meurt. Enfin, donc il y a toute une symbolique du chiffre 33. Je veux bien croire qu'il y a une symbolique du chiffre 33 chez les Dogons, comme il y aurait une symbolique du chiffre 33 chez les francs-maçons, mais il me semble que cette idée du vieil aveugle est un peu lourde. On le sait très bien, dans la mythologie, l'aveugle, c'est celui qui voit. C'est justement le borgne ou l'aveugle, celui qui apparaît comme celui qui ne voit pas les choses extérieures, qui voit le mieux les choses intérieures. Plus on ne voit pas bien, plus les choses de l'extérieur, mieux on voit les choses de l'intérieur. Donc que ce soit justement un aveugle qui vienne chercher Griaule et qui, en 33 jours, vienne lui donner la totalité des secrets d'Ogon, m'a fait un peu douter de la vérité de ce texte. Et de fait, quand on travaille un petit peu sur ce sujet-là, on voit bien que de récents jeunes ethnologues ont montré qu'il y avait une fiction chez Griaule et qu'il était plus fasciné par le roman ethnologique qui existe à l'époque et par l'exotisme.
Je parlais tout à l'heure de Ségalen, 1907, je crois, 1907 pour les immémoriaux. Et il y a des gens qui, effectivement, peuvent avoir un prétexte ethnographique, mais qui, pour le coup, racontent dans la langue exotique. Il s'agit d'intéresser son monde. Quand Ségalen travaille sur les Maoris, il fait une lecture considérable. Il a lu à peu près tout ce que les récits de voyage ont raconté, tout ce que les premiers ethnologues ou ethnographes ont pu raconter, et puis il raconte une histoire. Il fait un roman ethnographique. En tant que roman ethnographique, et bien évidemment ce n'est pas un roman, puisque c'est ethnographique, et ce n'est pas ethnographique puisque c'est un roman, mais il crée un genre, et ce genre produit des effets. Et à l'époque où Léris écrit, à l'époque où Griaule écrit également, eh bien, on se retrouve toujours dans la fascination du discours exotique, à la Pierre Loti, si vous voulez. Donc c'est plutôt un récit de voyage romancé avec probablement une ironie de ceux qui, Dogon, préféraient se maintenir à l'écart de l'Occident en racontant une histoire et en disant « Roge cette os-là, et tu nous laisseras tranquille sur la vérité de ce que sont nos mythologies ou nos visions du monde ». Griaule se comporte comme ça, et Jean Rouch utilise la caméra. Et quand on voit les films de Jean Rouch, et quand j'étais enseignant, quand j'étais prof de philo, je faisais voir des films de Jean Rouch à mes élèves, eh bien évidemment, ce sont des images, donc on y croit. On peut avoir cette naïveté du fait que, évidemment, il y a une image, on voit des gens se comporter d'une certaine manière, et on se dit, c'est de l'ethnographie. Plutôt que de raconter avec la plume, il raconte avec sa caméra, et il montre des choses qui sont vraies. Or, ce que Jean Rouch a montré est une fiction. Ça a été fictionné aussi. Il y a un film important qui s'appelle Les Fêtes du Sigui, et qui est un film qui est fabriqué entre 1967 et 1974, c'est-à-dire qu'il a travaillé 7 années, Jean Rouch, et il filme un rite Dogon. Sauf que ce rite Dogon, dans la vérité, il s'étale sur 60 ans. Donc la vie d'un homme ne suffit pas. C'est un rite qui a besoin de 60 ans pour exister. Donc vous n'êtes jamais que le témoin partiel de ce rite. Donc personne ne peut avoir la connaissance intégrale de ce rite Dogon. Et pourtant, on nous raconte ce qu'il est, et Jean Rouch fait un film avec ça, dans un village dont il oublie de nous dire qu'il a été islamisé. Donc un village islamisé depuis des siècles suppose l'éradication de la pensée magique ou de l'animisme. Il y a de l'animisme, l'islam arrive, donc l'animisme disparaît totalement. Ça veut dire que ces gens font semblant. Ce que Jean Rouch nous montre, c'est du folklore. Ce sont des gens qui font semblant de pratiquer un rite animiste qui ne se pratique plus dans ces formes-là. S'il se pratique, il se pratique peut-être, mais probablement caché, loin des autorités islamiques et probablement du village, et probablement loin également des ethnologues qui écrivent ou des ethnologues qui filment. D'autant que pour aller mieux, pour donner de meilleures images, Jean Rouch embauche des acteurs. Et il transforme des jeunes pasteurs, des jeunes bergers qui jouent de la flûte vers l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, eh bien il fait jouer ces rôles-là par des quinquagénaires. C'est pas exactement la même chose. Ramasser sur 7 ans un rite qui dure 60 ans, demander à des acteurs de jouer des rôles et faire semblant de laisser croire, ou laisser croire du moins, que l'animisme existe toujours dans un monde qui a été islamisé. Rouch dit pourtant qu'il pratique le cinéma vérité. Conclusion, cette instrumentalisation de l'art nègre, je dirais de Tzara à Jean Rouch, en passant par Apollinaire, en passant par tous ceux dont j'ai parlé, Tristan Tzara, Michel Léris, etc., cette instrumentalisation, évidemment, elle détruit ce que les Africains avaient à nous dire et éventuellement ont encore à nous dire. Il y a une civilisation, des civilisations, il y a des cultures, il y a des pensées, mais effectivement, cette séance s'inscrit dans la configuration du vitalisme, dont nous parlons depuis 5 séances. Eh bien, c'est le vitalisme qu'on a pour le coup dévitalisé. On ne pouvait pas montrer qu'il y avait là une civilisation vitaliste, c'est-à-dire une civilisation qui avait sa subjectivité, son autonomie, son indépendance, parce qu'il nous fallait effectivement évincer le génie païen de ces peuples-là, le génie animiste ou totémique, parce qu'il nous fallait non pas penser ce qu'ils avaient à nous apprendre, mais voir ce à quoi ils pouvaient nous servir. On s'est donc servi des peuples, et tous ces intellectuels ont contribué à leur manière, comme les missionnaires, comme l'administration coloniale, à ce qu'on pourrait appeler
un ethnocide à leur manière. Ils n'ont tué personne, mais ils ont rendu possible l'effacement de cette pensée qu'il aurait pourtant fallu pouvoir servir et qu'il aurait fallu peut-être écouter. Elle avait des choses à nous dire, elle a des choses encore à nous dire, mais sommes-nous encore capables de les entendre? Je ne le crois pas. Je vous remercie.